Bonjour, cher abonné. Non, bonjour, chers abonnés québécois. J'aimerais beaucoup que vous regardiez la vidéo qui va suivre en pas long. Je crois que vous allez probablement réaliser les choses que nous vivons. Des recherches, j'en fais toujours. Il est présentement 1h25 du matin. Et moi, quand je me décide de faire une vidéo, c'est-à-dire que peu importe l'heure, je me lève, je vais... À cette heure-là, je dormais, là. Puis là, hey, wow, minute, il faut que je présente cette vidéo-là qui provient de la France. Oui, nos cousins, ceux qui veulent faire vraiment attention à nous. Je veux vraiment que vous voyez ce qu'elle va nous présenter. Fait que je vous laisse tout en écoute, puis on va même probablement le regarder ensemble. Mais ça dure comme 54 minutes. Là, vous me voyez la face, mais probablement qu'à un moment donné, là, ça va couper. Oui, parce que je suis quand même assez jeune dans le montage. Là. Je commence, là, mais je prends du pic. Alors, regardez déjà là, que la vidéo a une qualité exceptionnelle. Et le son, aucun grichage, tout va bien. Je veux que vous voyez cette vidéo-là, vraiment. Là. C'est très important pour moi et c'est très important aussi pour vous. Alors, bon visionnement, mes amis. Et on se retrouve demain, car, demain. Je dois aussi bien dire en fin de soirée, parce qu'à cette heure-là, vous allez probablement être au... Mais ouais, regardez, là, 10h, 9h, je te dirais 9h30 tantôt, là, je vais être debout. Ouais, je suis pas un gars qui... Je suis pas un gars qui dort longtemps, c'est ça. Hyperactif, là, hamster, il tourne tout le temps. En tout cas, on arrête de parler de moi. J'ai quelque chose de très important à vous montrer. Ça vient d'être publié et c'est très important. En tout cas, il y a des choses que je vois en ce moment dans mon écran, là, puis je l'ai téléchargé. J'ai demandé une permission pour pouvoir la mettre sur ma chaîne. Mais si vous voulez vous abonner à leur chaîne, merveilleux. Moi, je ne demande pas mieux parce que des youtubeurs, c'est fait pour s'entretenir. Fait que... Comment c'est long? Je vais me raser. Fait que dans la soirée, il n'y aura plus de barbe. Je me suis négligé depuis une couple de jours. Mais il faut que je prenne soin de ma vie, ma santé. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Fait que, regardez ça. Ah, ça se peut que ça coupe entre-temps. Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pourquoi a-t-il fallu 1 an et demi pour que l'hypothèse d'un accident de laboratoire à l'origine du Covid-19 ait soudain droit de cité dans les médias, alors qu'il était encore il y a peu rejeté d'emblée, assimilé à une théorie de la conspiration? Qu'est-ce qui a fait changer d'avis les journalistes et les scientifiques qui trouvaient jusque-là la thèse du pangolin bien préférable? Alors, pour en débattre, nous avons invité Brice Perrier. Vous êtes journaliste. Vous êtes l'auteur de SARS-CoV-2 aux origines du mal chez Belin, la première véritable enquête sur les origines de la pandémie, où vous racontez comment l'hypothèse d'un accident de laboratoire a été écartée d'emblée par une bonne partie du monde scientifique et la quasi-totalité des médias. C'est seulement depuis quelques semaines qu'il est possible de l'évoquer. Alors pourquoi aujourd'hui et pas hier, à votre avis? Ça, c'est une bonne question, parce qu'on n'avait pas regardé ça de façon un peu objective, je vais dire, au départ. Elle a été écartée notamment par 2 papiers de référence, de Lancet, qui considérait cette hypothèse comme une théorie du complot, et un autre dans Nature qui estimait que ça ne pouvait pas être un virus travaillé en laboratoire. Et donc, c'est devenu 2 dogmes qui ont été largement suivis au niveau mondial.
Olivier Berruyer, vous êtes le fondateur d'un célèbre site de déconstruction des propagandes de tous bords qui s'appelle Les Crises. Et vous êtes l'auteur du livre Les faits sont têtus qui est paru aux arènes. Depuis le début de la pandémie, vous avez été parmi les premiers à parler de la gravité de l'épidémie, à réclamer des mesures fortes. Vous vous êtes montré très critique vis-à-vis du gouvernement, des médias, mais aussi de Didier Raoult et des complotistes qui pensent que le virus n'existe pas ou qu'il s'agit d'une gigantesque manipulation orchestré par Bill Gates. Alors, quid de l'hypothèse de l'accident de laboratoire? Dans quelle catégorie le rangez-vous? Vous savez, en fait, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, ce qui d'ailleurs explique les problèmes de compréhension qu'il y a sur ces hypothèses. L'hypothèse raisonnable, je dirais, d'accident de laboratoire a été, comme vous le disiez, tout à fait écartée dès le début, de façon assez scandaleuse par les médias, au prétexte, et parce que c'est vraiment une théorie complotiste, mais il y a des théories complotistes qui parfois s'avèrent vraies, donc il aurait dû y avoir une enquête. Aujourd'hui, 1 an après, beaucoup des grands scientifiques, des grands virologues estiment que c'est hautement improbable, mais il n'y a aucune certitude, et peut-être que dans quelques mois, si des preuves apparaissent, on changera d'avis. Anne-Cécile Robert, vous êtes journaliste, professeur associé à l'Université Paris 8, vous êtes l'auteur de Dernières nouvelles du mensonge aux éditions Luxe, dont vous êtes venu parler dans cette émission à sa sortie il y a 3 mois, et dans lequel vous expliquez que l'on ne peut pas comprendre le conspirationnisme qui s'est installé dans nos démocraties si l'on n'analyse pas d'abord les vérités officielles qui ont envahi la parole politique dans les années 80-90. Alors, sur les origines du virus, de quel côté faut-il pencher, d'après vous, vérité officielle ou théorie du complot ? Ce que je trouve intéressant déjà, c'est que cette hypothèse soit possible. Et si on ne veut pas passer d'un virus à un autre en se posant toujours les mêmes questions, il est nécessaire d'interroger les fonctionnements de l'économie mondiale, les rapports de force mondiaux, qui font que les laboratoires, les puissances sont dans des logiques de concurrence qui favorisent l'erreur par la précipitation, par l'appât du gain. Et c'est aussi intéressant de nous interroger sur la manière dont les médias observent tout ça, puisque depuis le début de la pandémie, le traitement médiatique est souvent un traitement au plus près du dernier événement et pas une analyse de long terme des structures et des mécanismes. Thomas C. Durand, vous êtes le directeur de l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Vous co-animez La Tronche en Biais, une chaîne YouTube comptant 228 000 abonnés et cumulant 23 622 000 vues consacrées à l'esprit critique. Et vous êtes l'auteur de La science des balivernes qui vient de paraître chez Humaine Science, un livre dans lequel vous ne vous prononcez pas sur les origines du Covid. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut des années pour répondre à une question complexe et qu'il y a des gens qui adorent avoir les réponses avant les autres. Ça me paraît pas prudent. Donc moi, je milite pour le scepticisme scientifique, pour la prudence épistémique, et j'ai pas la réponse, en fait. Donc il faut écouter les gens, et il y a des experts qui parlent, et il me semble que pour l'instant, ils estiment qu'il y a qu'une hypothèse naturelle, entre guillemets, est la plus probable. Il faut attendre de voir si un consensus va apparaître, et voilà, être serein. Alors moi, il y a une autre hypothèse que je voudrais vous soumettre, c'est qu'il y a très peu de temps, on a vu un revirement de Facebook qui jusqu'à présent considérait l'hypothèse de l'accident de laboratoire comme une théorie du complot, et à ce titre, on pouvait la chasser du réseau social, et puis qui tout à coup annonçait que non, désormais, on n'allait plus la chasser du réseau social, donc ça devenait une théorie admissible. Et au même moment, il y a Joe Biden qui a demandé au service de renseignement américain, il leur a donné 3 mois pour trouver une explication plausible aux origines du virus. Si ça avait été Donald Trump, on aurait crié au scandale. Est-ce que ça fait pas partie aussi du revirement général des médias tout à coup, qui font que la théorie du complot, tout à coup, pourrait peut-être devenir la vérité officielle de demain et il vaut mieux s'y rallier? C'est surtout le fruit de travaux qui ont été faits par des chercheurs qu'on peut qualifier de marginaux, hein, qui toute l'année dernière ont levé beaucoup de choses, ont vu des erreurs qui étaient des papiers qui faisaient autorité et qui en fait ne devaient pas, qui ont trouvé beaucoup de choses, notamment sur les travaux que faisait le laboratoire de Wuhan, sur une mine où on avait trouvé le virus le plus proche, sur le fait qu'ils avaient effacé leur base de données peu de temps avant le début de l'épidémie.
Et ces gens qui ont été ignorés, écartés pendant un an, hein, eh ben, il se trouve qu'ils ont été aussi... après, il y a eu des chercheurs français, notamment Étienne de Crolly, qui préface mon livre, qui, lui, s'est posé aussi des questions. Et finalement, ils se sont rassemblés avec des chercheurs de Marseille, des chercheurs de Paris et des gens aussi notamment ce groupe drastique qui avait trouvé beaucoup de choses. Et ils ont fait une lettre ouverte qui est parue juste après la mission de l'OMS à Wuhan, et pour dire qu'il fallait une véritable enquête. C'est vraiment des chercheurs internationaux, hein. Il n'y a pas que des Français. Des chercheurs internationaux. Et c'est vrai que ça a été le déclic. Hein. Ça a été vraiment la chose qui a fait passer, en fait, ce travail que faisait Drastic et d'autres chercheurs qui avaient été marginalisés parce qu'il y avait les revues scientifiques refusaient les publications, il y avait des publications qui étaient contestables, elles ne pouvaient pas être contestées dans les revues. Et grâce, en fait, à ces chercheurs qui se sont fédérés un petit peu en partant de Marseille, hein, et qui ont réussi à faire une lettre ouverte qui a eu un impact mondial parce qu'elle est parue dans Le Monde, dans le Wall Street Journal, elle a été reprise partout. Et ça c'était le début d'un changement général, qui après s'est perpétué avec la sortie du rapport qui était très décevant. On a vu que c'était la mission le rapport de la mission Wuhan, qui en fait était un rapport chinois, on pourrait dire, parce qu'il y avait les envoyés de l'OMS, mais il y avait aussi des experts chinois, et il fallait qu'ils soient en accord, donc ça dépendait un peu du bon vouloir chinois. Et ce rapport qui estimait que la thèse du laboratoire était extrêmement improbable et ne devait pas être encore recherchée. Et il a été désavoué le jour même de sa parution par le patron de l'OMS, qui a dit non, c'est pas possible, parce qu'il y avait cette pression depuis cette lettre ouverte. Il y avait les États-Unis, d'autres pays qui avaient fait aussi une espèce de lettre pour demander une nouvelle enquête. Et donc ça a été le début d'un changement vraiment à haut niveau, et qui s'est encore concrétisé il y a le mois dernier par une lettre de scientifiques vraiment de très haut niveau dans Science, qui disait en gros la même chose que les autres, et qui disait il faut faire une enquête. Et là c'est devenu mainstream, on va dire. Olivier Berruyer, vous y croyez, vous, le fait que quelques dizaines de scientifiques écrivant une lettre à l'OMS, ça suffit à faire tourner Kazakh aux médias et qui, tout à coup, encourage aujourd'hui ce qu'ils condamnaient hier? Disons factuellement, c'est vrai, tout ça a existé. En effet, des chercheurs ont fait des travaux assez intéressants, mais sans apporter de preuves. Je dirais, il y a une possibilité. Il y a des éléments, en effet, qui sont très étonnants. Pourquoi cette épidémie démarre à Wuhan alors que c'est un des 3 centres mondiaux de recherche et d'expérimentation sans doute un peu dangereux sur les coronavirus. Donc on peut se poser la question. Mais non, personnellement, dans une analyse des propagandes, je ne dirais pas que ça a joué un rôle majeur, puisqu'il n'y a pas de preuves qui ont été apportées, puisque les travaux scientifiques depuis un an montrent que ça peut être naturel. Quand on regarde le détail du virus, on ne voit pas quelque chose qui fait dire non, ça peut pas être naturel. Il y a eu des hypothèses comme ça au début, hein, si on se rappelle. Certains ont dit il y a peut-être des morceaux de sida dedans, et ça c'était des théories complètement loufoques. C'était donc des théories du fuite de laboratoire loufoques, mais il y a des théories de fuite de laboratoire qui ne sont pas loufoques. Est-ce que le virus il existait tel quel, collecté dans la nature et puis se serait échappé, voir est-ce qu'il y a eu des manipulations de ce qu'on appelle de gain de fonction pour le rendre plus dangereux, puisque ça se faisait aussi à Wuhan. Donc tout ça fait qu'on peut être soupçonneux de Wuhan au début. Mais simplement, dans un deuxième temps, il n'y a pas eu de preuve. Vraiment, la Chine a nié. Et c'est très compliqué de prouver que le virus est sorti de labo et n'est pas naturel. Quant à la partie propagande, évidemment, ce qui a changé, c'est le président des États-Unis. C'est ça qui est très important. Parce que quand on écoute les médias aujourd'hui, on a l'impression que c'était interdit de dire que la fuite du labo aurait été possible. Ça a été la position de Donald Trump, l'administration américaine, pendant tout 2020. Dès le mois de mai, ils expliquaient qu'ils avaient même les preuves que c'était sorti du labo, ils nous l'ont jamais montré, en faisant un peu un discours à la arme de destruction massive en Irak. Le 15 janvier 2021, ils ont de nouveau dit les mêmes choses. Mais tant que c'était Trump, les médias n'ont pas suivi. Mais par contre, dès que Biden est arrivé, l'administration n'a strictement pas changé, a toujours dit on ne sait pas si c'est naturel et on ne sait pas si c'est sorti d'un labo. Et c'est vrai qu'on n'est pas sûr à 100%. Mais là, les médias ont tout de suite embrayé sur la position américaine. Donc ce qui est très amusant, c'est que les médias d'habitude suivent la propagande du gouvernement américain de façon très militaire presque. Mais là, comme c'était Trump, et comme il y avait eu des théories vraiment absurdes au début de complot de fuite du laboratoire un peu délirantes, les médias n'avaient pas suivi. Donc c'est très intéressant parce qu'on a un jeu de propagande contre propagande, une propagande anti-chinoise contre une propagande chinoise qui peut-être ment et peut-être ne ment pas, on ne sait pas. En tout cas, il est très difficile d'y voir clair. C'est vrai que la théorie du laboratoire a un peu changé au départ, dans mon souvenir en tout cas. J'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que c'est un virus qui aurait été fabriqué
dans un laboratoire en Chine, mais de manière intentionnelle, pour éradiquer l'humanité. Et dans me souvenir aussi, j'ai l'impression que c'est au moment où on disait que Bill Gates avait planifié tout ça. Mais pas forcément, parce qu'il y a eu des délires un peu comme ça, mais même Luc Montagnier, quand il sort sa théorie, lui, il suppose que c'est un vaccin, qu'il travaillait sur un vaccin contre le sida. Et c'est des choses qui ne sont pas notamment totalement loufoques, parce qu'il y a eu on peut voir des publications où on utilise des coronavirus dans l'objectif de faire un vaccin contre le sida. Et lui, donc, il disait que c'était l'idée de faire un vaccin, donc pas l'idée de faire une bombe, et il parlait aussi d'accidents. Et après, il y a eu beaucoup d'autres gens qui, je dis, mais c'est des chercheurs qui n'étaient pas remarqués, qui disaient, ce virus, il est bizarre, parce que Olivier dit qu'il n'y a rien sur ce virus, qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve absolue, mais il y a quand même des éléments qui sont un peu problématiques, notamment des points très techniques, on va peut-être pas rentrer là-dessus, mais qui pourraient être une trace de laboratoire, et en tout cas qui correspondent typiquement aux travaux que faisait le laboratoire de Wuhan, notamment en collaboration aussi avec un Américain qui s'appelle Ralph Baric. Et là aussi, on voit, on l'a vu la semaine dernière dans les mails d'Anthony Fauci, que Anthony Fauci voyait ça dès le mois de janvier, et il était un peu ennuyé de voir que, voilà, en fait, Wuhan travaillait avec les Américains, avec en plus des fonds américains, dont Trump disait oui, c'est ça, mais Fauci allait dans l'autre sens. Trump disait ça aussi, donc il est comme Biden, mais Trump, c'est Trump, donc on ne le suivait pas. Mais Biden, c'est pas lui qui amène le truc, c'est vraiment les scientifiques, les découvertes qui le poussent en fait à suivre le vent. C'est pas du tout Biden qui change la donne, c'est Science, c'est pas Biden, et c'est après le papier de Science que Biden se propose. Mais même, il a vu, parce qu'il y a des éléments, hein, les Américains avaient des dossiers. Donc Biden, je ne pense pas que ça soit la propagande américaine qui fasse ça. C'est plus vraiment ce revirement qui part de trouvailles, de vraies trouvailles. Hein. Thomas Sédurant ? Je trouve que peut-être on en fait un peu trop, même maintenant. C'est-à-dire que quand je vous écoute, vous dites si Trump avait dit ça, ça aurait fait scandale. Monsieur Verrier vous explique qu'en fait, qu'il l'avait déjà dit. Donc le scandale, il n'y avait pas eu. C'est pas que ça fait scandale, c'est qu'en fait, comme Trump le dit, c'est nul, c'est complotiste. Le fait est que quand Trump parle, on est plus prudent, et je pense qu'on a raison de l'être. On peut Pourtant, faire on disait la même chose. Hein. Et là, on part sur cette hypothèse. On va passer 1 heure pour parler de cette hypothèse. On ne sait pas, on n'a pas la réponse. Moi, je ne suis pas venu vous dire que j'ai la réponse. Je n'en sais rien. Mais peut-être qu'il faut écouter ce que disent les gens et s'accorder sur le fait que le temps de la science et le temps des médias, ce n'est pas le même. Il faut 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans pour qu'on retrace d'où vient ce virus. Est-ce qu'on a dans sa séquence des traces de manipulation? On a un Nature qui vous dit que non. Bon, moi je ne suis pas spécialiste en génétique. Je me connais un peu en biologie, mais pas en génétique. Si les gens disent que non, peut-être qu'il y a des raisons. Si c'est publié dans Nature, ça pourrait être faux. Hein. On a ça. Qu'est-ce qu'on a en face pour dire que oui, c'est un virus créé par l'homme ou pas? Si on fait la liste de toutes les théories du complot, on en a des dizaines sur ce virus. Et donc là, d'un seul coup, on se dit mince, on aurait dû écouter les complotistes, mais on aurait dû les écouter quand? On a eu des dizaines. Alors, 1, le virus n'existe pas. 2, il existe, mais en fait, il n'est pas dangereux. 3, il existe, mais c'est le vaccin qui est dangereux. Ou même, c'est l'idée qu'un virus existe qui rend les gens malades. On en a eu des dizaines de trucs comme ça. Et les gens étaient très, très heureux de sauter sur une hypothèse qui n'était pas celle officielle, pour plein de raisons, parce que les théories officielles, parfois, sont arrangées, et c'est bien vrai. Et au final, il faut peut-être s'accorder sur le fait qu'il faut attendre avant de dire qu'on sait. Est-ce qu'il y a consensus aujourd'hui sur l'origine du virus? Non. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour dire que c'est une origine artificielle? Non plus. Donc voilà, on fait économie d'hypothèses. Des virus qui arrivent spontanément, il y en a plein dans l'histoire. Il y en a eu plein. Donc moi, je m'arrête là. Après, si vous voulez dire que vous savez, c'est tant mieux. Et si vous avez raison, très bien. Mais d'autres avant vous, comme Raoult, Raoult, il aurait pu avoir raison sur la chloroquine. Mais moi, c'est pas du tout ce que je dis. Oui, non, Thomas Sédurant, il se trouve que dans le livre de Brice Perrier, il ne dit absolument pas que la théorie de l'accident de laboratoire est vérifiée, prouvée, rien. Il dit simplement qu'il y a des indices et que ces indices existaient depuis le début et qu'il était étrange qu'on n'ait pas voulu les regarder. Et moi, le débat d'aujourd'hui, je ne le fais pas sur le fait que est-ce que cette thèse est vraie, parce que j'aurais pris des immunologistes ou des virologistes à votre place. Je le fais sur comment, tout à coup, la même thèse qui hier était condamnée, assimilée à une théorie de la conspiration, tout à coup peut faire la une d'un certain nombre de grands journaux
qui, il y a encore très peu, l'aurait véritablement abandonné ou en tout cas écarté d'emblée sans l'étudier. Parce qu'au fond, tous ces journalistes aujourd'hui, ou Facebook, ou Joe Biden, ne fonctionnent absolument pas sur des enquêtes scientifiques dont ils se seraient tout à coup emparés. Le seul qui a fait une enquête, à ma connaissance, c'est vous. C'est juste qu'aujourd'hui, on a le droit d'évoquer cette piste. On n'est pas condamné pour l'avoir évoquée. Et j'aimerais ça comprendre comment on passe de la théorie de la conspiration plausible à la vérité officielle en attente. Vous avez une réponse à ce sujet, Anne-Cécile Robert ? Ouais, on peut formuler certaines hypothèses qui sont que le journalisme dominant a perdu une grande partie de son autonomie professionnelle, qui consiste normalement à travailler sans se demander si ça va alimenter la thèse du complot ou au contraire s'il faut suivre les ordres donnés par le gouvernement ou le courant dominant, ou ce que pense la majorité des gens qui pensent bien ou mal. Et on a là un miroir grossissant de cette perte de culture professionnelle qui, normalement, implique que les journalistes fassent des enquêtes, prennent du recul, prennent du temps, sans se laisser dicter leur calendrier, la une de leurs journaux, ou par la peur de déplaire à X ou de déplaire à Y, ou de s'embarquer dans des thèses qui sont ou non complotistes. Et on a, depuis le début de cette pandémie, un traitement qui est souvent extrêmement superficiel, qui rebondit sur la dernière anecdote et qui cherche le spectaculaire dans la polémique, dans les polémiques qu'il y a depuis le début sur le traitement ou pas, sur Didier Raoult, sur l'origine du virus. On favorise finalement des pugilats, l'expression caricaturale de position, notamment les chaînes d'information en continu qui doivent animer avec du bruit, avec du spectaculaire sans arrêt. Et tout ça ne favorise pas l'idée, tiens, si j'essayais de faire une enquête, si je m'interrogeais sur les logiques de système qui rendent ou non plausible ce virus, son origine naturelle ou pas. Et par conséquent, on accroît l'opacité, on accroît le complotisme parce que les gens ont perdu confiance dans les médias. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux parce que on n'arrive plus finalement à avoir un débat un peu sérieux sur quoi que ce soit par peur de ci, peur de ça, peur d'autre chose. Et c'est cette sérénité qu'il faut retrouver. Vous avez l'air d'être d'accord tous les deux, Olivier Berruyer ? Oui, je partage, bien sûr. En tout cas, l'hypothèse au début aurait dû être traitée beaucoup plus en profondeur, parce qu'il y a plein d'éléments, je répète, qui pouvaient l'accréditer assez fortement. En tout cas, il fallait en débattre, il fallait enquêter, et les médias ont absolument refusé de faire ça, utilisant leur arme de discréditation par soi-disant complotisme. La chasse aux complotistes, c'est quelque chose qui peut vraiment empêcher de connaître la vérité, parce que des fois, il peut y avoir des hypothèses où il y a un complot. Mais parce qu'en l'espèce, s'il y a une fuite du labo, il y a un complot chinois pour le cacher. C'est-à-dire, tout le monde dit, oui, notez, c'est pas complotiste, un accident. Bien sûr que l'accident n'est pas complotiste. En tout cas, ça fait 1 an que les Chinois, dans ce cas-là, mentiraient. Donc, il y aura un complot chinois. Peut-être, peut-être pas. C'est juste qu'on n'en sait rien. Et ça va être très compliqué, parce qu'après on demande des enquêtes, mais qui va enquêter ? Qui va aller enquêter ? Parce qu'il n'y a pas encore un pays mondial qui peut envoyer la police pour enquêter en Chine. Il y a des États souverains. Donc la Chine, on lui dit, tiens, s'il n'y a pas une fuite de labo, la Chine dit non. Après, c'est compliqué. On dit, on veut d'autres enquêtes. Donc on envoie l'OMS, puisque c'est l'Organisation internationale de la santé. Ça revient en disant, oui, mais il y avait des Chinois, donc tout ça, c'est pas fiable. Donc la question, c'est quand est-ce que on sera fiable ? Parce que mettez-vous à la place des Chinois, si ils sont innocents. Et ils disent, on dit qu'on est innocent, on nous envoie l'OMS, elle fait un rapport disant qu'on est innocent, ça va toujours pas. Donc la question, c'est, est-ce que c'est le département d'État américain qui doit faire l'enquête pour dire à la fin qu'on est coupable ? Et c'est très compliqué, parce qu'on dit, il faut peut-être plusieurs années pour connaître. Oui, et peut-être qu'on connaîtra jamais. Parce que c'est assez pervers ce questionnement si on y réfléchit. Si le virus n'était pas naturel, s'il nécessitait des manipulations, ce serait facile de dire c'est pas naturel, donc c'est fait en labo. Mais si c'est naturel, ça peut donc aussi avoir été fait en labo, puisque un labo, on peut copier ce que la nature a fait. Et là, je voyais un article qui a été très partagé il y a une semaine, très intéressant d'ailleurs, d'un ancien journaliste du New York Times, et à un moment donné, il glisse, l'enquête de l'OMS n'a pas été satisfaisante, parce que quand ils sont revenus, le gouvernement chinois n'a pas pu leur apporter la preuve qu'ils n'avaient pas manipulé le virus. Mais la question, c'est comment on fait pour montrer qu'on n'a pas manipulé un virus ? Il n'y a pas de preuve de ça. C'est très compliqué.
Et, Il c'est faut le donner les problème données. du complotisme, hein. Déjà, le problème, c'est que les Chinois n'ont pas donné les données. Leur banque de données est fermée, est mise hors ligne. Donc, c'est quand même, ça pose une vraie question, hein. Et donc, ça déjà, après, il y a beaucoup de données qui n'ont pas été données par les Chinois, y compris des données sur les hommes, parce que, y compris sur les animaux, toutes les pistes, en fait, c'est que des données qui sont arbitraires. Mais après, je pense qu'il faut bien voir que c'est pas du tout, moi j'affirme pas du tout que c'est un virus fait en laboratoire. Le problème, c'est que c'est l'hypothèse qui a été exclue. Et là où après on met tout sur la Chine, bah, c'est facile de dire ouais, la Chine, de toute façon, ils nous cachent tout, on ne saura pas parce que c'est les Chinois. Mais ce qu'on peut savoir, c'est pourquoi le Lancet publie ce papier qui discrédite ça. Pourquoi Nature fait un papier d'opinion qui est ultra critiqué, il y a des gens qui écrivent et que tout le monde prend pour argent comptant. Et après, quand on gratte, ben on voit que celui qui écrit le papier dans le Lancet, ben c'est un collaborateur du laboratoire de Chine. C'est quelque chose que vous racontez en détail dans votre livre et qui est quand même très important. Et qui se retrouve expert de la task force du Lancet pour la recherche de l'origine du virus, avec le présupposé de dire le laboratoire c'est une théorie de complot, et qui se retrouve expert de l'OMS, le plus actif là-bas. Et après, vous avez l'autre c'est qui exactement alors? C'est Peter Daszak, qui est le président d'une ONG qui collecte des virus et qui travaille à collecter des virus pour anticiper les virus à venir. Et puis vous avez l'autre qui s'appelle Christian Andersen, qui lui travaille aussi avec la Chine et qui a fait son papier avec 2 autres personnes qui travaillent avec la Chine, qui étaient primées, et qui le 31 janvier écrit à Fauci, on l'a vu cette semaine, qu'il se pose des questions parce que le virus n'a pas l'air d'avoir répondu à l'évolution naturelle et que donc il pourrait avoir été ingénieré, travaillé en laboratoire. Et qui, 15 jours après, écrit un papier en disant hors de question, c'est clairement pas ça. Moi, je l'ai interpellé sur Twitter pour qu'il me dise qu'est-ce que c'était les nouveautés, parce que il dit oui, la science a progressé, c'est comme ça la science. Mais qu'est-ce qu'il y a eu en 15 jours? La seule donnée nouvelle qu'il y a eu en 15 jours, c'est les virus de pangolin qui sont presque tombés du ciel de Chine aussi, avec un mec qui a fait le papier, qui travaillait aussi avec Andersen, qui a fait ce papier dans Nature. Et donc, il y a ces virus qui arrivent, et voilà, on a la thèse du pangolin qui arrive, alors qu'en fait, ces virus de pangolins sont foireux. Ils ont été même reconnus. Nature a dit qu'il y avait un problème avec ces virus. Ils sont pas de bonne qualité. Et donc, si le seul truc qui fait passer de j'ai des doutes à c'est impossible, c'est les virus de pangolin, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que la science ne fonctionne pas correctement. Et on aurait dû s'interroger. Et les scientifiques qui s'interrogent, ils sont censurés. Leur papier passe pas, même quand ils amènent des données très fortes. Et personne ne relève ça avant que Drastic, en fait, s'en occupe. Et quelques autres personnes. Et Étienne de Crowley et quelques autres. Monsieur Durand, moi, qui questionne bien la science, je comprends pas pourquoi, vous, quand vous voyez le papier du Lancet qui dit « Pensez que c'est une théorie du complot, que ça soit un virus travaillant en laboratoire », pourquoi vous prenez ça pour argent comptant? Vous qui êtes là pour questionner. Alors, une pas minute ça pour pour répondre. Je vous explique que qu'est-ce qu'on avait en face comme article qui disait le contraire, article sérieux. C'est pas une question d'article sérieux, c'est écarter une thèse en disant c'est une théorie du complot. C'est nul comme argument, c'est pas un argument. Et en plus, si vous voyez que la personne qui dit ça, elle travaille avec le laboratoire de Wuhan, c'est un problème, c'est un problème. D'accord, mais très bien. Je n'ai pas souvenir qu'ils aient écrit ça, et je ne me rappelais pas. J'ai pas fait c'est le papier de référence, donc si vous ne connaissez pas le papier de référence, c'est un peu ennuyeux. D'accord, voilà. Donc c'est ennuyeux. Moi, j'ai suivi un petit peu la manière dont la complosphère en parlait, si vous voulez. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on nous dit il fallait écouter ça. Peut-être que c'est vrai, mais au final, on aura tous raté quelque chose, et on va tous apprendre des trucs au fur et à mesure. Si certains ont vu des détails que d'autres n'ont pas vus, tant mieux pour eux. Peut-être qu'il y avait 2 détails qui étaient intéressants, mais la prudence, ça consiste déjà à ne pas prêter d'intention aux gens. Donc, et c'est ça, en fait, le complotisme. C'est quoi? C'est dire, il y a un truc que je ne comprends pas, je n'ai pas la réponse, je trouve quelqu'un à accuser, et paf, c'est lui. Et ça, c'est la méthode à ne pas utiliser. Donc, je m'interdis de faire ça. Peut-être que... quand on est dans une crise mondiale avec une pandémie, peut-être que les gens ne travaillent pas aussi bien, de manière aussi sereine qu'en temps normal. Et certainement que et certainement qu'il y a des pressions pour que des choses soient traitées plutôt que d'autres. Évidemment. Quand les gens sont en train de paniquer, on va sans doute faire une dernière fois, mais là on est dans une instrumentalisation du complotisme. On n'est pas dans celui qui dit c'est complotiste, c'est Peter Daszak qui dit pensez ça, c'est complotiste. Et il écarte une hypothèse tout à fait envisageable
En la disqualifiant sous ce prétexte de complotiste. Et c'est ça qui n'est pas normal. Je vous interromps tous les deux, on fait une pause, on reprend ce débat juste après. Bitcoin, Dogecoin, Cardano, tous des cryptos actifs. Mais ces dernières semaines, coup de théâtre, le cours du Bitcoin s'effondre, il perd 30% de sa valeur en quelques jours. On peut difficilement, pour l'instant, parler de crash. Vous avez quelque chose qui est monté jusqu'à 60 000 € et qui est redescendu à 30. Mais ça vaut encore 30 000 €. Plus un marché est petit, plus évidemment il est sujet à de la volatilité. C'est la vie d'un actif comme Bitcoin que de subir ce genre de crash. On essaie de vendre ça comme quelque chose de tout à fait tranquille et qui ne peut que monter. Non, ça a deux sens en bourse, mais comme tout. Je rappelle que dans le monde, il y a presque 1 milliard de personnes qui ont vu en 2020 leur monnaie nationale se déprécier de plus de 20%. Effectivement, ça peut être une monnaie d'échange pour ces gens-là. Donc la monnaie est ce qu'elle fait. En l'occurrence, si les gens s'en servent comme d'une monnaie, il faudra l'accepter. La repentance est un sentiment aux conséquences extrêmement graves pour l'avenir. Cette pratique obsessionnelle s'impose dans l'esprit de nos dirigeants comme la condition incontournable d'une gouvernance responsable moderne. Plutôt que de se repentir, on ferait mieux de faire référence à un passé dont on peut être fier. Nous trouvons un autre exemple des limites de cette transparence dans l'utilisation de la raison d'État pour cacher la vérité. Sous la pression médiatique et la raison d'État, on pratique une sélection du bien et du mal à géométrie variable. Il faut sauver la liberté d'expression, qui est prise en otage dans une inversion entre le juste et le bien. On reprend ce débat avec Brice Perrier, l'auteur de SARS-CoV-2 aux origines du mal, qui est paru chez Belin, avec Olivier Berruyer du site Les Crises, l'auteur de Les faits sont têtus aux éditions des Arènes, Anne-Cécile Robert, l'auteur de Dernières nouvelles du mensonge, et Thomas Sédurant, l'auteur de La science des balivernes. Je trouve ça inquiétant, et pour moi c'est ça le vrai sujet du débat de ce soir. Je trouve ça assez inquiétant que des professionnels de l'information valident ou invalident une thèse pour des raisons qui, au fond, sont des raisons politiques. C'est l'impression qu'on a dans cette affaire des origines du Covid. Ce n'est pas des raisons scientifiques, ils n'ont pas fait de progrès en sciences, ils n'ont pas fait d'enquête. C'est pour des raisons politiques qui sont liées. Alors au fait que Joe Biden a dit qu'on pouvait, au fait que quelques scientifiques ont écrit une lettre ouverte qu'il est autorisé désormais de citer, mais au fait c'est un phénomène moutonnier, comme l'était le fait de rejeter la thèse jusqu'à présent. Olivier Berruyer, sur ce sujet ? Oui, tout à fait. C'est ce qui est assez frappant dans cette histoire-là. Alors, il faut quand même aussi se rappeler du contexte de l'époque qui est évacué peut-être un peu trop vite. J'ai un peu tapé sur les médias tout à l'heure, mais il faut bien se rappeler que dès fin janvier 2020, vous avez quand même des théories qui expliquent que le laboratoire de Wuhan, c'est en fait un laboratoire d'armes de biologiques, que ça a été fait exprès par la Chine, avec l'aide de Bill Gates et compagnie. Et donc c'est aussi pour ça que les scientifiques ont réagi dans la fameuse lettre du Lancet dont parle Brice. Mais moi, il me semble assez clairement que dans cette lettre, ce qu'ils évacuent, c'est la théorie d'une chimère. C'est la théorie de je prends le virus du sida et puis je le bricole et puis ça fait le SRAS, etc., etc. De toute façon, des scientifiques comme ça n'évacueront jamais à 100% la possibilité que ça a été fait en laboratoire, puisque si c'est naturel, ça peut être fait en laboratoire. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, d'ailleurs, en France, il y a une vidéo d'un hurluberlu qui explique que le virus a été fait en France par l'Institut Pasteur parce qu'il a trouvé un brevet sur Internet du SRAS-1. Et que cette vidéo, elle est vue par 3 millions de personnes et que l'Institut Pasteur commence à se faire agresser, à des tags sur ses murs, son personnel se fait harceler et la famille du personnel se fait harceler parce qu'il travaille à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a été obligé de porter plainte en diffamation contre lui. C'est la première fois que l'Institut Pasteur
porter plainte en diffamation. Donc il y a quand même un phénomène à l'époque qui existe et qui fait que certains scientifiques ont réagi en disant « attendez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Quand on regarde ce virus, on voit qu'il peut être naturel. » Mais évidemment, comme je répète, comme il y a plusieurs théories du labo qu'on essaie de présenter comme une seule, on se perd un petit peu. Et ce pourquoi les scientifiques vraiment se dressaient, c'était cette idée de dire, mais attendez, si il y a le Covid, c'est à cause des scientifiques. Et donc c'était aussi une démarche anti-science qui les a fait réagir. Malheureusement, l'hypothèse de, ils avaient une chauve-souris, vous avez déjà le virus en labo, ça s'est échappé, voire est-ce qu'ils n'ont pas un peu bricolé parce qu'ils le faisaient aussi, c'était une théorie qui aurait dû être discutée beaucoup plus. Mais pour des raisons en particulier politique, parce que Trump le disait, ça a été évacué. Mais c'est ça qui est très intéressant quand même, c'est cet affrontement où les médias ont fait un virage à 180 degrés, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose et qui est apparu depuis lors. Il est apparu un petit truc il y a une dizaine de jours, un article du Wall Street Journal qui explique qu'il y aurait eu 3 scientifiques du labo de Wuhan qui auraient été malades un mois avant le début de l'épidémie et de choses qui ressemblent soit au Covid, soit à une grippe normale. Et ce qui est très très amusant dans cette histoire, c'est que ça a relancé aux États-Unis très fortement cette hypothèse. Et vous avez tous les 2 jours sur attendez, ça se renforce, il y a quelque chose, il faut creuser. Alors quand on regarde, tout ça est issu d'un rapport confidentiel des renseignements américains, c'est-à-dire les mêmes qui ont fait quand même les armes de destruction massive en Irak, donc c'est haute fiabilité, pour savoir si les types soit ils ont eu un rhume, soit ils ont peut-être eu le Covid, on n'en sait rien. Mais alors c'est là où c'est à peine croyable quand on regarde, et personne ne l'a souligné, le journaliste qui fait ça dans le Wall Street Journal, c'est Michael Gordon, et c'est le journaliste qui a sorti les armes de destruction massive en Irak dans le New York Times en 2002. Et l'article avait été retiré, en tout cas très fortement critiqué par le New York Times lui-même 2 ans après. Donc on voit que c'est toujours, évidemment, les services de renseignement américains, le Pentagone, qui sort ce genre d'informations. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, c'est de la propagande, par hypothèse et par définition de ce qu'est la propagande. Il l'avait déjà dit, c'était dans la lettre, avant que Trump parte, dans la lettre du département d'État, il parlait déjà de ces scientifiques malades. Et donc, en fait, c'est pas du tout un scoop, c'est juste un truc qui a fuité avec un peu plus de détails, mais pas beaucoup plus. Et pour préciser, l'Institut Pasteur avait quand même eu des problèmes précédemment, du temps de Pasteur, où on accusait Pasteur quand même de fabriquer des vaccins pour les vendre très cher. Donc les anti-vax existaient déjà du temps de Pasteur, et l'Institut Pasteur était soupçonné des pires travers. Mais il y a ce processus de rectification, il existe actuellement dans nos journaux français. Si vous allez sur le site d'un grand quotidien du soir, on vous explique que tel article qui est toujours là, on l'a écrit à l'époque avec ce qu'on savait à l'époque. En fait, on n'en sait pas plus, comme vous l'avez dit, mais on a changé simplement d'option. Et que ce qui était considéré comme une obsession nauséabonde de la part des Français qui continuaient de se demander en majorité s'il n'y avait pas eu un accident de laboratoire, tout à coup, c'est considéré comme quelque chose de tout à fait naturel et normal qu'on se pose cette question-là. Et ça, c'est pas vrai, parce que vous parlez de cet article des décodeurs du Monde qui est sur l'étrange obsession d'un quart des Français. Et on dit c'était ce qu'on savait à l'époque, mais c'est pas du tout vrai ce qu'on savait à l'époque, parce que il dit c'est pas possible. Déjà, il y a un côté un peu de prendre les gens qui disent ça pour des demeurés, pour des gens qui sont des analphabètes de la science, et ça, c'est ce qui est écrit dans le papier, c'est Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch qui met ça. Et après, vous avez un expert qui vient vous dire c'est impossible de faire des travaux au laboratoire sur un virus sans que ça se voit. Et voilà, et n'importe qui le sait, un étudiant de première année, il le verrait s'il y avait des travaux. Et donc ça, c'était pas... Il n'y a pas une découverte dans l'année qu'on pouvait le faire, mais moi, cette personne, je l'appelle 8 mois après, et il me dit, bah oui, bien sûr qu'on peut le faire, mais à quoi ça sert de le dire? Ça sert à quoi de dire le contraire? C'est pas bon, quoi. Et là, il n'y a pas eu de nouvelles données, il y a juste eu un discours qui veut être donné et qui fait dire quelque chose à un chercheur qui est faux, en fait. Et qui était faux il y a 1 an, comme c'est faux aujourd'hui. Anne-Cécile Robert? Il faudrait retrouver, on parlait d'un grand quotidien du soir, la formule d'Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui disait « Le journalisme est une question de distance ». Distance par rapport aux faits, distance par rapport au pouvoir, distance par rapport à soi-même et à ses propres préjugés. Et c'est une bonne formule qui permet de suivre les événements sans se laisser dicter, encore une fois, ce qu'on écrit, ce qu'on dit, par les préoccupations et les priorités des pouvoirs, des laboratoires, des présidents, de ceux qui ne le sont pas ou qui voudraient l'être. Les erreurs
erreurs commises par un certain journalisme dans cette période viennent en grande partie de cette perte de distance, du fait qu'on a besoin de suivre des mots d'ordre, qu'on a besoin aussi d'alimenter la machine de l'information en continu, et on perd la distance critique. Et par ailleurs, on oublie qu'en tant que journaliste, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Je veux dire, on n'est pas, on est des journalistes, on n'est pas forcément des spécialistes ou des scientifiques. Notre premier devoir, c'est d'abord d'exposer la réalité de la manière la plus honnête possible, en allant chercher les faits, en les mettant à l'épreuve, en essayant de mesurer les thèses contradictoires. Et rien que ça, c'est l'essentiel. On n'est pas forcément obligé de fournir la conclusion, de dire ça vient de là, ça vient de là. On n'est pas forcément en situation de le faire. Là où on pêche, c'est quand on ne fait pas le travail de mise à distance et de recherche d'éléments d'analyse et des éléments de cause. Comme vous le savez, je travaille au Monde diplomatique, donc on a la chance, nous, d'être un mensuel. Donc depuis le début de la pandémie, on a pu j'allais dire déterminer notre propre calendrier, et on a fait ce qu'on estime intéressant de faire en tant que journaliste, c'est-à-dire des papiers qui analysent les mécanismes. Comment fonctionne l'économie mondiale, comment fonctionne le commerce mondial, le rôle des laboratoires, les conflits d'intérêts, qui font que ce type de problème est possible. Parce que sinon, si on reste sur le nez collé sur la vitre de l'événement, eh bien on va passer du SARS Covid-2 au prochain, puisqu'il y en a, on nous en annonce déjà d'autres, et on n'aura rien appris aux citoyens si on s'est contenté de courir après les événements, et si on n'a pas analysé la mécanique des choses qui rendent finalement nos sociétés dangereuses. Et qui rendent possible finalement la propagation de pandémies telles que celles qu'on vit depuis un an et qui paralysent tout. Thomas Sédurant, on parle beaucoup des biais cognitifs qui nous inclinent à croire à des théories fumeuses. Est-ce qu'on ne néglige pas les biais cognitifs qui nous obligent aussi à en réfuter un certain nombre parce qu'on a peur que ce soit nous plonger tout à coup dans le mauvais camp? Mais il n'y a pas de camp, c'est ça le truc, c'est que on a tous envie de croire des choses vraies et de pas croire des choses fausses. Et les vrais complots existent. Et le pire ennemi de l'enquête sérieuse de complot, c'est la pensée conspirationniste. Parce qu'on n'a jamais découvert un complot parce que quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, quelqu'un a tel intérêt et je suis sûr que c'est lui ». Non, on aligne des preuves, on fait des recherches, on prend du temps, on questionne, etc. Donc un travail de journalisme. Et le conspirationnisme, ça existe aussi. On a des gens qui, aujourd'hui, j'en ai plein, mon tuteur, qui disent vous êtes trop nuls, vous êtes en PLS, parce qu'on avait raison, on le savait. Et quand on demande quoi, ils disent regardez les Fauci leaks, les mails de Fauci, voilà, c'est la preuve qu'il y a un scandale. Et quand on demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, ils nous disent allez regarder vous-même. Et les gens en fait sont tellement sûrs que quand quelqu'un leur dit qu'il y a un scandale parce que les mails ont fuité, ils ne cherchent même pas à les vérifier quoi. Ça les rassure, ça leur fait plaisir de se dire qu'ils avaient eu raison. Et en gros, on assiste à des gens qui sont devant leur télé, comme devant une télé-réalité, qu'on dit, ou devant le Cluedo, ils disent « Ah, je pense que c'est lui qui est Docteur Lenoir ». Ils n'en ont aucune idée, puis à la fin, quand le film avance, les hypothèses avancent, « Ah, je suis bien content d'avoir dit que c'était lui, parce que là, on croirait que c'est lui ». Et voilà, et donc c'est des gens qui sont très passifs, et qui prennent position de temps en temps comme ça, de manière par rapport à leur ressenti, par rapport à leur biais, et on est tous biaisés, et donc moi le premier, donc il faut faire attention, mais en fait on juge bien trop vite. Les gens sont très prompts à prendre position pour ou contre ceci, et après, sans se rendre compte, ils s'engagent eux-mêmes et ils s'empêchent de penser contre eux-mêmes pour peut-être aller voir ce que l'autre pourrait dire. Donc il nous faut des enquêteurs. Si monsieur Brice-Perrier a raison, c'est très important qu'il puisse le dire, donc je suis content que ça se fasse. Mais il ne faut pas non plus caricaturer les positions des uns et des autres. On a tous intérêt à découvrir la vérité. Alors, il y a des exceptions, hein. Il y a des gens qui vont y perdre. Hein. Mais globalement, on a tous intérêt à ce que la vérité éclate. Évitons de prendre ceux qui pensent différemment pour des idiots.
Là, vous dites les gens dans leur canapé, ils se font des idées, ils aiment bien avoir... c'est sûr, mais je pense que l'attitude qui fait que on prend une autre forme d'outrance, sauf que cette outrance, elle est avec des gens qui ne sont pas dans leur canapé, mais des gens qui sont des décideurs, des gens qui portent la parole et qui vont exclure des hypothèses tout à fait légitimes. Et à mon avis, c'est ça qui fait le complotisme. C'est ça qui alimente davantage le complotisme que le mec dans son canapé qui a peu d'influence, alors que quand vous avez des personnes qui ont une autorité, qui nient des choses évidentes et qui propagent des mensonges, en fait, là, vous allez avoir le complotiste qui va dire « Ah ben, il m'a menti là-dessus, donc il va me mentir sur autre chose, et il y a peut-être une fuite de laboratoire, mais alors pourquoi il n'y aurait pas Bill Gates qui est complice avec les Chinois pour empoisonner la planète entière ?» Et si on n'est pas plus rigoureux sur la façon de discréditer des hypothèses qui sont tout à fait légitimes sous couvert de complotisme, on incite au complotisme. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui luttent contre le complotisme, en fait, le favorisent parce qu'ils vont écarter des choses légitimes en mettant tout le monde dans le même panier. Et ce qu'il faut faire, c'est faire un peu le tri, quoi, en fait. C'est la thèse de votre livre, Anne-Cécile. Oui, je vous donnerai la parole après. Thomas Sédurant, allez-y. Juste un mot pour dire que le mot complotiste est utilisé pour discréditer les autres. C'est vrai de tous les pouvoirs. Vous allez dans n'importe quel pays, on va dire les opposants sont des conspirationnistes, évidemment. Mais de la même manière que raciste est devenu une injure, ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas. Ou que c'est acceptable. Ou que ça pose aucun problème. Non, mais je suis d'accord, mais comme ça, les choses sont dites. Ça me paraît plus clair. Anne-Cécile Durand, j'ai l'impression que ce que vient de dire Brice Perrier, c'est la thèse de votre livre, Dernière nouvelle du mensonge. C'est qu'en fait, le conspirationnisme est né de la prolifération de ce que vous appelez les vérités officielles, qui, dans les années 80-90, ont commencé à empoisonner la parole publique. Donc c'est Anne-Cécile Robert déjà, pas Anne-Cécile Durand. Non, c'est les merveilles du direct. Il y a une sorte de jeu de miroir pathologique de nos sociétés entre le complotisme et les vérités officielles, puisque on paye aussi le discrédit du système médiatique dominant qui, depuis des décennies, a validé toutes sortes de mensonges qui étaient à l'époque des vérités officielles, les armes de destruction massive, le plan fer à cheval de Milosevic, récemment aux États-Unis la thèse de Donald Trump, pantin de Poutine et quasiment agent de Poutine qui a volé en éclats après le rapport Mueller dont personne ne parle. Et tout ça a effectivement affaibli les médias et en réintroduisant une monstruosité dans la vie démocratique, qui est la vérité officielle, celle contre laquelle on ne peut pas aller. Et en retour, on a une autre pathologie qui est le complotisme, qui consiste à voir des complots partout. Mais c'est aussi une défaite de la pensée. Qui traduit le fait que nos sociétés deviennent de plus en plus fermées et, j'allais me dire, réfractaire au débat public, réfractaire à l'échange libre et raisonné, qui permet de faire advenir la vérité. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à rentrer dans la polémique sur ce virus, parce que je pense que c'est un peu un épiphénomène par rapport à des sujets beaucoup plus graves, qui tiennent à la manière dont on construit le débat public, et dont, sur le long terme, on va redonner de la crédibilité aux journaux, redonner confiance aux citoyens dans la vie publique. Et pour ça, si on veut arriver à ça, il faut qu'on retrouve un peu de sérénité, un peu de calme, la gestion du temps, et puis ne pas essayer d'avoir toujours raison sur l'autre en lui imposant nos propres pensées, admettre la discussion, peut-être qu'on a raison à certains moments, tort à d'autres. L'essentiel, c'est de contribuer à donner de la substance au débat pour que la démocratie puisse fonctionner et qu'au bout du compte, les citoyens puissent trancher. Olivier Berruyer. J'ai publié sur les crises aujourd'hui un article très intéressant de la semaine dernière de Christian Drosten, qui est un des 5 plus grands virologues spécialistes du Covid de la planète. Alors il parle un peu de l'hypothèse du labo. Il dit quelque chose de très intéressant à un moment, puisqu'il anime un podcast très célèbre en Allemagne où les gens vont s'informer. Toutes les semaines, il explique où en est l'épidémie. Et il dit, mais à un moment donné, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez problématique, en particulier dans les médias.
c'est que la science, normalement, ça marche un peu par consensus. Autrement dit, la société confie à des gens spécialisés qui vont passer 10 ans ou 15 ans de leur vie sur un sujet très pointu. Et puis, les gens vont discuter. Et puis, un jour, 90% des gens vont être d'accord. Et puis, ce sera à peu près le consensus scientifique et la vérité scientifique, entre guillemets, du moment présent qui pourra changer. Mais simplement, dans les médias, comme il y a toujours 10% des gens qui ne sont pas d'accord avec le consensus, et c'est très bien, c'est ce qui fait éventuellement avancer la science, bien, les médias ont tendance à inviter une personne qui représente les 90%, une personne qui représente les 10%, et puis ça fait un petit débat, et puis les gens qui écoutent, ils ne peuvent pas trop comprendre qui a raison, qui a tort, et au final, ils finissent par avoir un raisonnement qui consiste à dire « Ouais, mais j'aime bien ce qu'il raconte lui, donc c'est lui qui doit avoir raison ». Et ça, je pense que par rapport au point que vous souleviez tout à l'heure, par rapport aux journalistes, ça signe pour moi une perte vraiment de compétences scientifiques des journalistes. C'est-à-dire qu'on est passé d'un journalisme où on est compétent, on essaie de comprendre, on fait le travail qu'a fait Brice, c'est formidable ce qu'il a fait Brice, bravo, votre livre, on peut pas être d'accord avec peut-être quelques petites interprétations, mais quel travail, waouh, super, vous avez passé un temps colossal. Aujourd'hui, un journaliste, quand il passe une demi-journée sur l'article, c'est bon, c'est le maximum qu'on va lui donner. Donc, il n'y a pas de compétences. Comme il n'y a pas de compétences, on va faire du débat, parce qu'au moins, on n'a pas besoin d'être compétent, on va laisser les gens parler. Et donc, on voit que, malheureusement, du coup, comme on est dans ce manque de compétences, la science a tendance à se politiser dans les analyses des journalistes. Le journaliste, il est de moins en moins compétent, de plus en plus militant. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la science se politise. Donc il commence à y avoir une science entre guillemets de droite et une science entre guillemets de gauche. Et quand vous lisez les médias aux États-Unis, conservateurs et les médias entre guillemets progressistes, vous apercevez que vous commencez à avoir une vision de la science très différente. Évidemment sur ce sujet, mais évidemment aussi sur, je sais pas, tel bidule ça guérit du Covid ou sur tel autre sujet. Donc on voit qu'on est en train de perdre, et c'est, je trouve, très grave, puisque la science est quelque chose qui est censé nous rapprocher. Je veux dire, on peut laisser des spécialistes à discuter, de savoir ce qu'il y en est. Moi, je m'en fous. Que ce soit naturel ou que ce soit dans un labo, très bien. De toute façon, je vois même pas trop ce que ça va changer au final. Mais bon, on va laisser les scientifiques décider. Mais on voit que maintenant, c'est devenu un enjeu politique. Vous avez tout d'un coup, tous les médias conservateurs qui vous disent c'est les salauds de Chinois. Et puis, attention, c'est pas juste un débat comme ça entre amis. Des sénateurs américains commencent à dire il ne faut pas rembourser les 1000 milliards qu'on doit à la Chine parce qu'elle ment, parce qu'elle est responsable de la crise, parce qu'elle a fait le virus. Donc il y a des gros enjeux derrière. Et tous les gens qui sont en train peut-être de trop s'avancer sur ce sujet-là sont en train de faire quand même le jeu de la propagande américaine et de la propagande de l'OTAN. Il faut quand même bien le voir. C'est quand même très intéressant ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être non plus naïf sur ce que font les Chinois. Mais donc il faut être prudent et il faut avoir des journalistes, comme le disait très bien Mme Robert, qui font leur métier, qui prennent de la distance. Et ça, malheureusement, le modèle économique aujourd'hui des médias ne permet plus ça. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de problèmes, et c'est pour ça que les gens sont de plus en plus divisés sur des sujets qui ne sont plus des opinions, parce qu'on peut avoir des opinions différentes, mais sur un sujet aussi fondamental et qui est censé nous rapprocher que la science. Et on peut dire que le débat entre les pros et les anti-Raoult s'apparente à ce que vous venez de raconter, Olivier Berruyer ? Oui, par exemple, il y a quand même une vérité scientifique qui est apparue, mais certains la refusent. Et ça, je dirais, c'est un... Pas tant que c'est un problème dans la société, mais je trouve que ça en dit long sur la décadence d'une société. Quand même la science commence à ne plus fonctionner correctement. Et on voit que ce n'est pas juste ces personnes-là. Attention, ça veut dire que les autorités n'agissent pas. Le CSA n'a pas agi, la NSM n'a pas agi, le ministère n'a pas agi. Enfin, en tout cas, la faillite des institutions, la justice n'a pas agi. On l'a vu encore. Moi, vraiment me fait peur. Et un dernier mot sur cette histoire de complotisme, parce que j'aime vraiment pas ce mot-là, pour les raisons qu'a très bien évoqué Brice tout à l'heure. J'aime pas l'idée qu'il y a des gens qui seraient des complotistes. Il peut y avoir des hypothèses complotistes, certaines sont complètement farfelues, et d'autres peuvent être raisonnables, parce que des fois, il y a des complots, comme l'a dit M. Durand, donc il faut les analyser. Mais j'aime vraiment pas cette qualification de personne qui serait complotiste, comme si c'était un virus. Vous l'avez chopé, et puis vous êtes d'un côté, désolé, vous êtes perdu. L'hôpital psychiatrique, c'est bientôt pour vous. Et ça, c'était comme ce qui découlait de l'article qu'a cité Monsieur Perrier tout à l'heure dans le Journal du Soir. C'était vraiment dégueulasse, cet article-là, sur les gens qui émettaient des doutes et dont on voit très bien qu'ils étaient, pour certains, parfaitement raisonnables. Mais quand on qualifie ces personnes-là pour les disqualifier, parce que c'est depuis 2016 que ça existe, c'est comment j'évite de débattre, je veux dire que le gars est complotiste, et puis donc on fait des conneries comme vous le soulignez, c'est qu'on ne va même pas étudier cette hypothèse-là qui peut-être était raisonnable. Et donc on voit une espèce de mépris de classe aussi. C'est les élites qui disent attendez, c'est le populo-complotiste, machin, alors que comme l'a très bien dit aussi Mme Robert, attendez, si vous regardez certaines hypothèses complotistes, mais il y en a qui vont parfaitement plaire aux élites.
le rapport Muller, ou le Brexit, c'est la faute de la propagande de je ne sais pas quel pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, ces théories du complot, quand vraiment elles viennent conforter vos opinions, 90% des gens seront prêts à y adhérer assez facilement. Vous espériez? Ben oui, après, c'est comme. Moi, je pense que cette histoire, c'est quand même assez révélateur, en fait, parce que bon, on saura peut-être pas quel est le fond des choses, parce qu'on n'aura peut-être pas accès à tout. Bon, il y a des éléments qui feront peut-être que, même sans avoir l'accès à la Chine, on pourra trouver, mais. Moi, je pense que c'est révélateur de l'information, comment elle passe, et notamment de l'information scientifique à haut niveau. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on n'a pas tellement envie de voir, parce qu'aujourd'hui, on dit, bah oui, finalement, c'était possible, et puis ouais, parce que c'est les Chinois qui nous cachent, donc c'est la faute à la Chine, les Américains, politiquement, vont faire comme ça. Mais les scientifiques qui font les lettres, qui ont poussé à ça, eux, ils ont rien contre la Chine, ils disent pas que c'est contre la Chine. Par contre, ils disent que ce virus, cette histoire, ça pose des questions sur déjà la publication scientifique, le mode de publication, avec une censure, avec des papiers qui sont faux, qui passent dans des très grandes revues. Quand même, Nature a été très impliquée dans cette histoire, avec un truc qui relève plus de la propagande que de la science. Hein. Et ça, c'est relayé. Et donc ça devrait nous interroger. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut, en plus, nous, occidentaux, on peut se poser des questions là-dessus. Et peut-être que c'est ce qu'on n'a pas envie de se poser. Moi, je vois. Vous dites que la première enquête du monde, elle n'intéresse pas aucun journal, quasiment, hein, oui, n'est intéressé par ça. Hein. Votre livre n'a été recensé par quasiment aucun journal. Journaux. Je l'ai fait sur Europe 1 et sur RT, mais c'est pas. Pour l'instant, ils attendent de savoir où ça va aller. Pourtant, on avait eu la une de Marianne, donc il devait être un petit peu connu, on avait fait les bonnes feuilles. Depuis, il y a eu un papier dans Charlie Hebdo en un mois. C'est quand même un peu étonnant, parce que moi, je me disais, j'arrive avec ce livre. En plus, il y a un contexte incroyable. Jamais j'aurais imaginé, quand j'ai commencé à écrire, qu'il y aurait Science qui était là-dedans, Biden, tout ce que vous avez montré. Et théoriquement, c'était le tapis rouge. Et ben non, personne ne s'intéresse au bouquin. C'est encore risqué, ils ne sont pas sûrs. C'est le livre dont on ne peut pas parler, apparemment. Dernier mot, Thomas Sédurant. Très court, parce qu'il ne reste que 2 minutes. Ouais, ou pas complotisme. Le complotisme, ça va être de croire qu'on a compris quelque chose avant d'avoir les preuves. C'est croire qu'on peut dénoncer des coupables et connaître les intentions des gens. On n'a pas accès à ce qu'il y a dans la tête des gens. Donc il faut enquêter, il faut travailler avant de dire qu'on sait. Et quand on ne fait pas le travail, alors on est complotiste. Et je ne suis pas d'accord pour dire que le mot, il faut l'utiliser. C'est pas infamant, on peut en sortir du complotisme. On peut être complotiste pour un sujet et pas du tout pour les autres. Mais dire qu'il ne faut pas utiliser le mot, qu'est-ce qu'on fait après? Comment on qualifie les choses? Ça me l'a compliqué. Donc le complotisme, il existe. Par rapport au Covid, c'est tellement grave comme sujet qu'il y en a. Et donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Anne-Cécile? Il faut retrouver du calme, de la sérénité, de la distance, pour qu'on s'y retrouve. Et la science, l'information médicale vont devenir des éléments très importants du débat public. Et le devoir des journalistes, le devoir de la presse, c'est de contribuer à éclairer les choses sans forcément vouloir toujours avoir raison sur tout ou prendre parti dans des polémiques qui ne sont pas forcément de leur parti, de leur secteur. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.